Cette journée, c'est une des nouveautés aussi de ce nouveau format des journées Acteurs Publics Solutions, est marquée par l'intervention de grands témoins. Place à notre grand témoin de l'après-midi, Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, un établissement public qui porte l'expertise en matière de transition au plus près des territoires. Alors comment? En co-construisant ces méthodes avec les forces vives locales. Sylvain Henry, je vous laisse avec votre invité. Merci beaucoup, chère Florence. Bonjour, Pascal Berthaud. Bonjour, Sylvain. Vous lancez les échanges, le direct de cet après-midi. On va parler de l'expertise dont ont besoin les territoires pour répondre aux défis des transitions, pour répondre aussi aux défis du financement des transitions. Mais un mot, en cette rentrée, sur l'actualité du CIREMA. Quelle est votre actualité? Quelles sont vos actions lancées pour porter opérationnellement les transitions au plus près des territoires? D'abord, notre actualité immédiate, elle est vraiment dans les territoires, notamment en réponse aux intempéries qu'il y a eu dans les Pyrénées, en vallée d'Aspe. La vallée d'Aspe, c'est une des 3 voies de passage entre la France et l'Espagne, donc avec évidemment des enjeux majeurs en matière de transport, en matière internationale. Et sur ce genre de sujet, effectivement, on l'oublie souvent, on parle du CEREMA, l'expert, etc. Mais le CEREMA, c'est aussi les experts qu'on mobilise le samedi, en pleine nuit si nécessaire, pour aller regarder au plus près, effectivement, ces catastrophes. Et on a évidemment pas mal d'équipes qui sont mobilisées en ce moment sur ce sujet-là. De façon générale, effectivement, le sujet de la rentrée, c'est vraiment le sujet de l'adaptation au changement climatique. D'abord parce que vous a pas échappé, effectivement, que le plan national d'adaptation au changement climatique n'a pas pu sortir juste avant le changement de gouvernement, mais enfin, on en était tout près. Et puis nous, dans le même temps, nous avons lancé effectivement deux programmes d'accompagnement de collectivités. L'un sur territoire adapté au climat de demain. En gros, c'est mon territoire dans un climat à plus 4 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe sur les différents items, les activités humaines, sur les infrastructures, comment je peux réagir et comment je peux adapter. Et puis un deuxième programme sur territoire bas carbone. Dans le même esprit, s'il faut faire moins 55% d'émissions, qu'est-ce que ça veut dire sur mon territoire? Comment je traite avec chacun des habitants, avec chacune des activités pour arriver à respecter ces objectifs. Donc on est vraiment, je crois, avec l'ensemble de ces actions sur une rentrée qui est vraiment sous le signe de l'adaptation au changement climatique. On va évoquer un certain nombre d'interventions cet après-midi, de projets pour financer cette problématique de la décarbonation de l'action publique qui a un coût, évidemment. Mais peut-être un mot d'abord sur votre mue institutionnelle, si je puis dire. C'était l'année dernière. Le CEREMA se transformait en un opérateur porté par l'État, mais aussi porté par les collectivités territoriales, quasi régie directe. Si vous pouvez repréciser cet enjeu. Est-ce que cette transformation institutionnelle est digérée aujourd'hui? Oui, tout à fait. À travers la loi 3DS en 2021-2022. Différenciation, différenciation, simplification, la loi Gouraud, quoi. Donc effectivement, à travers cette loi, on a finalement essayé de résoudre la question qui se posait au CEREMA, que finalement c'est un organisme public d'État, établissement public d'État, et l'essentiel des sujets qu'on traite sont vraiment des sujets d'aménagement des territoires, au sens propre du terme, sont de responsabilité collectivité locale. Donc on a, dans cette loi 3DS, effectivement changé le statut du CEREMA pour créer un établissement public qui finalement est à la fois un établissement public local, national, et à la fois un établissement public local. On a mis ça en place au milieu de l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est que finalement ce modèle semble convenir assez largement aux collectivités, puisqu'on n'est pas très loin de 1000 adhérents, la quasi-totalité des régions, 85% des départements et environ 400 intercos et 400 communes. Donc on voit qu'il y a une appétence effectivement assez forte des collectivités avec cette idée finalement, ce qu'elles nous disent toutes, c'est en fait on a besoin d'un tiers de confiance. Oui. On a besoin d'un tiers public. Et évidemment,
on ne va pas vous demander de faire le travail des bureaux d'études privés, c'est clairement pas nous ce qu'on voulait faire, mais on a besoin à côté de nous vraiment d'un expert public de confiance qui puisse nous conseiller, qui puisse jeter un œil sur ce que font nos prestataires, etc. Et c'est vraiment ce rôle-là qui est plébiscité. Alors, pour tout vous dire, au bout de 3 ou 4 ans, on attendait 500 adhérents, on en a 1000 au bout d'1 an et demi. Maintenant, il va falloir digérer quand même. Ça nous oblige quand même assez fortement. Et donc, c'est vraiment un gros travail. Dans le même temps, évidemment, on continue à travailler beaucoup sur notre productivité avec des réflexions assez fortes. Je sais parler de notre projet stratégique sur l'intelligence artificielle. C'est dans nos métiers qui sont des métiers d'études. Il y a une partie importante du travail qui consiste à collecter de la donnée, à essayer de faire des synthèses, de vraiment l'état des lieux de l'existant, toute chose que l'intelligence artificielle commence à savoir bien faire. Et du coup, c'est pour nous un enjeu majeur parce que pour le CEREMA, on dit que si on arrive à bien maîtriser l'intelligence artificielle, bah c'est 10% de capacité de production en plus. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis, dernier point, c'est la poursuite du renforcement de notre présence dans les territoires. On a, au début de cette année, ouvert une agence en Guadeloupe, après les 2 années précédentes, avoir ouvert la Guyane, Réunion et Mayotte. Je pense qu'à la fin de l'année, on aura environ 25 permanents outre-mer. C'est un élément qui, pour nous, est assez important parce que finalement, l'outre-mer, c'est un des endroits où les besoins en matière d'expertise sur nos sujets sont importants. Et c'est vrai que ce n'était pas vraiment pensable qu'on continue à traiter les choses depuis la métropole. On parlera, il y a une émission tout à l'heure, dans 1 heure environ, sur la planification en Outre-mer. On verra que les méthodes développées notamment du côté de la Martinique sont très inspirantes. Je reviens sur le thème de cet après-midi, décarbonation, transition et financement de la décarbonation. Beaucoup d'acteurs locaux, vous le savez, vous allez à leur rencontre, disent qu'ils sont démunis en termes d'expertise. Vous êtes là pour y répondre. Comment vous les accompagnez? Comment vous personnalisez vos outils, vos dispositifs en fonction de chacun? Je crois que si vous voulez, c'est un petit peu la promesse du CEREMA, c'est-à-dire d'à la fois d'avoir toute une activité en matière de développement méthodologique, de mise au point de schémas, de méthodes, etc. Et puis derrière, d'avoir sur le terrain des gens qui sont capables effectivement d'accompagner les collectivités. Le CEREMA, c'est 2500 personnes, c'est 0 à Paris et des gens répartis sur tout le territoire national. Si j'exclus l'outre-mer qu'on est en train de créer, notre plus petite implantation, c'est 60 personnes au fin fond de la Bourgogne. Donc clairement, on agit à la fois avec des méthodes qu'on développe et une proximité sur le terrain avec les collectivités pour développer les choses. On a d'ailleurs, notamment, vous parliez des petites communes rurales, on a d'ailleurs mis en place dans 20 départements, parmi les plus ruraux de France, bien sûr, un représentant du CEREMA qui est chargé justement d'essayer de travailler avec toutes ces petites collectivités pour essayer de faire masse et de pouvoir créer des projets sur lesquels, évidemment, on arrive à mobiliser des équipes. Dans ces territoires, la vingtaine de territoires ruraux que vous évoquez, ces élus, donc vous répondez à leurs demandes en matière d'expertise, mais quid des moyens? Ce sont des sujets qui parfois demandent des moyens importants. Vous apportez aussi, vous n'êtes pas un distributeur de crédit, il y a d'autres acteurs pour ça. Vous les accompagnez aussi dans cette démarche de recherche de financement, de financement un peu structurel? Oui, tout à fait. Et le tout, bien évidemment, en lien avec les représentants de l'État, nos collègues de l'ADEME, bien sûr. Donc, évidemment qu'on accompagne. Vous savez, sur cette question des moyens, alors évidemment, il n'y en a jamais assez. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a trop de moyens. En même temps, clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de collectivités ne savent pas comment les mobiliser. Oui. Et donc, c'est vrai que ce travail d'accompagnement, y compris sur, tel type d'action, en fait, il y a tel guichet qui va vous permettre de le financer, c'est quelque chose auquel on essaye de participer, qui est poussé, notamment un rôle des DDT, etc. Mais voilà, je dirais, nous, ce qu'on pense, c'est que bien sûr, il faut se battre pour plus de moyens. J'étais tout à l'heure à un colloque sur les ponts, la rénovation des ponts. Et bien sûr qu'il n'y a pas assez de moyens, qu'il en faut plus. Mais en même temps, je crois que si on améliore déjà l'accès aux moyens existants, on fera beaucoup de progrès. Oui. Merci beaucoup. Sur le plan stratégique, beaucoup d'enjeux dans ce plan stratégique de transformation, d'appui sur des dispositifs innovants, de synergie nouvelle. Vous y travaillez, c'est bien ça? S'il y avait quelques axes sur lesquels vous voulez et vous pouvez insister?
Oui, c'est clair. Le CEREMA est un organisme jeune, hein. On a été créé en 2014. On a fait une restructuration. On a été créé par la fusion de 11 entités. On a fait une restructuration de tout ça qui nous a mené 2014. jusqu'en 2022. Oui. On a fait ça entre 2018 et 2022. Donc en vrai, on est un organisme qui a finalement 2 ans d'âge. En vrai, dans sa version. Donc on avait fait un premier plan stratégique qui s'arrête à la fin de cette année et qui était beaucoup plus évidemment dans la création. Il y avait tout à faire. Là, on est dans un plan stratégique qui est bien sûr plus dans la continuation avec, je dirais, un fil conducteur, hein. C'est quelque part au CEREMA, nous on se voit comme l'organisme, l'expert de l'adaptation au changement climatique. Ça nous amène évidemment à travailler plus un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets eau et aménagement, sur le ferroviaire, sur les questions de la participation du public, qui, on voit bien aujourd'hui, enfin, il suffit d'ouvrir sa télé, que pour faire un projet quel qu'il soit, si on n'arrive pas à avoir l'adhésion du public, on n'y arrive pas. Et ça, je crois que ça nous interpelle beaucoup sur la façon de mener les projets, sur la façon d'associer le public. Et c'est des sujets sur lesquels on commence à monter en puissance assez fortement pour... Là aussi, il se fait beaucoup de choses à droite, à gauche. L'idée, c'est vraiment de passer à l'échelle. On a évidemment un travail important sur les pratiques participatives en matière de transition écologique et sociale, sur l'outre-mer. Je dirais, on est dans une continuité évolutive d'une certaine façon, parce que les thématiques, elles changent, elles évoluent, les besoins évoluent. Je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Et évidemment, un organisme d'expertise comme le CEREMA, il se doit d'être à la pointe de tous ces sujets-là. Vous mentionnez les enjeux de participation citoyenne, associer les élus, la population à vos travaux, c'est ça? Ça prend ou ça pourrait prendre quel format? L'idée, c'est d'abord de travailler sur le plan méthodologique, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, à travers un certain nombre d'expérimentations, sur quelles sont les bonnes façons, effectivement, d'associer la population à un projet pour éviter, effectivement, des phénomènes de rejet qu'on voit absolument tous les jours. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font à droite, à gauche. Nous, on a quelques équipes qui travaillent là-dessus. On n'est pas passé à l'échelle industrialisation, si j'ose dire, de la chose. Et là, il y a probablement beaucoup à inventer encore. D'accord. Vous vous définissez, CEREMA, c'est une expression que vous avez employée, je crois, Pascal Berthaud, comme un passeur de savoir. Vous faites des ponts, alors au sens figuré, avec le monde de la recherche-action. Là encore, est-ce que cet enjeu recherche-action fait partie des axes forts, des axes phares de votre plan stratégique? Oui, clairement, c'est un sujet majeur. On n'est pas nativement un organisme de recherche, on est plus effectivement un passeur de savoir. Simplement, pour être un passeur de savoir, avant de le passer, c'est comme au rugby, il faut attraper la balle. Et donc, ça suppose qu'on arrive à travailler avec les organismes de recherche. Et quelque chose qui est quand même assez bien connu, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un chercheur pour parler à un chercheur. Et donc, on s'est rendu compte que pour pouvoir travailler avec les organismes de recherche, pour pouvoir justement récupérer leur savoir et le transformer en méthode opérationnelle, il fallait faire de la recherche nous-mêmes. Donc, on a créé une activité de recherche. Depuis, là aussi, on a mis une dizaine d'années à la structurer. On a aujourd'hui une douzaine d'équipes de recherche qui sont soit dans des UMR, soit dans des formes d'associations à des universités de même nature. Et avec cette idée, évidemment, d'avoir une activité de recherche faite selon les canons de la recherche. D'ailleurs, le CEREMA sera évalué en tant qu'établissement de recherche l'an prochain par la HCERS. Et derrière, évidemment, tout l'enjeu, c'est comment on fait la passation et comment nos équipes d'ingénierie récupèrent ce que font nos équipes de recherche. Bien dans le micro. Juste comprenons bien, vous allez devenir un établissement de recherche, c'est un tampon, si je puis dire, c'est un Alors, label, de fait, on est déjà un établissement de recherche, puisque depuis 1 an, on est dans le décret qui liste les établissements de recherche. D'accord. Mais vous allez intensifier ce travail. Si vous voulez, clairement, aujourd'hui, la recherche, c'est à peu près entre 200 et 250 personnes au CEREMA, hein, quand même. Donc, je dirais pour le CEREMA, ça fait 10% de l'effectif, mais un organisme de recherche de 250 personnes, c'est déjà beau, quoi. Et je vous dis, c'est une douzaine d'équipes de recherche. Aujourd'hui, la moitié sont UMRisées, l'autre moitié sont en cours ou dans des formes d'association. Et effectivement, pour nous, c'est assez vital parce que c'est ce qui nous permet
justement avec nos partenaires universitaires, hein, je pense à l'Université de Cergy, l'Université Gustave Eiffel, l'Université de Nice, un certain nombre d'universités. Ça nous permet de travailler, de sortir des résultats. Et puis comme nos équipes de recherche, elles sont juste à côté, dans les mêmes directions que nos équipes opérationnelles, ça permet de faire la passation et de développer de la méthode. C'est ça, être passeur de savoir. Merci beaucoup, Pascal Berthaud, pour cette présentation. Peut-être un mot en conclusion. Beaucoup de managers, beaucoup de décideurs, beaucoup d'agents nous regardent. C'est quoi les messages clés en termes de méthodes qui sont importantes à décliner, à mettre en œuvre quand on veut avancer en matière de transition? J'ai retenu la question des synergies, de la proximité, du maillage territorial, de passer... ouais. Je crois qu'il faut agir absolument à toutes les échelles. Typiquement, si on prend le sujet de l'adaptation au changement climatique, d'abord, c'est agir en matière de recherche. On a par exemple un institut Carnot qui s'appelle Climadapt. Ça dit bien ce que ça veut dire, pour justement travailler sur des process industriels, des process dans les collectivités de changement climatique. Puis après, derrière ça, il faut travailler évidemment sur le terrain, à travers, je citais nos appels à projets, mais on peut aussi citer le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui ne devrait pas tarder à sortir. Dans ce cadre-là, avec l'ADEME, on co-construit effectivement une mission adaptation pour conseiller les collectivités. Donc, et puis derrière, à la fin, ça passe aussi par de la diffusion d'informations, de la documentation, etc. Donc en réalité, pour que ce soit efficace, il faut jouer vraiment sur toutes les échelles. Moi, je pense où on peut être, je trouve, très optimiste, c'est que finalement, sur les questions de mitigation, de décarbonation, il y a 10 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est, je crois, reconnu comme un enjeu majeur par tout le monde. Sur les questions d'adaptation, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est en passe d'être reconnu comme un enjeu majeur par tout le monde. Et croyez-moi, le vieux routard de l'écologie que je suis, qui a commencé dans les années 80, on se dit que le chemin parcouru, il est absolument extraordinaire et que quelque part, chaque année, finalement, on arrive à faire mieux que l'année précédente. Merci beaucoup, Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Merci d'avoir été le grand témoin de cette séquence consacrée aux enjeux de décarbonation et de financement de l'action publique. Nos échanges se poursuivent en direct sur Acteurs Publics TV dans le cadre de cette grande journée Acteurs Publics Solutions du 17 septembre. À très vite.